l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Agression de la RDC par le M23 et le Rwanda, mais aussi d'autres groupes armés. Le commandant de la force de l'EAC, Jeff Nyaga, vient de jeter l'éponge. L'officier supérieur kenyan a avancé plusieurs raisons, accusant même l'administration congolaise. Les détails, vous les aurez dans le journal. Transformation numérique en Afrique, un sommet sur la question a été ouvert au Zimbabwe. Ces assises visent à accélérer cette mutation numérique dans le continent. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je l'ai annoncé dans le titre, le commandant de la force régionale d'Afrique de l'Est déployée à l'Est de la RDC vient de démissionner. Dans une lettre du 27 avril, Jeff Nyaga écrit au secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est pour se plaindre des menaces dont il fait l'objet désormais. Selon lui, des mercenaires ont été déployés pour le surveiller physiquement. Jeff Nyaga se dit être l'objet d'une campagne médiatique qui le cible et l'accuse d'être complaisant avec le M23. Suivez. Dans sa lettre adressée au secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est, l'officier réputé aguerri a déclaré qu'il avait choisi de quitter Goma en raison d'une menace aggravée pour sa sécurité et d'un plan systématique visant à contrecarrer les efforts de la force régionale d'Afrique de l'Est. Honorable secrétaire, comme vous le savez, il y a eu une tentative d'intimidation de ma sécurité à mon ancienne résidence par le déploiement des mercenaires qui ont placé des dispositifs de surveillance, fait voler des drones et effectué une surveillance physique de ma résidence au début du mois de janvier, ce qui m'a contraint à déménager, peut-on lire dans la lettre du général de division Nyaga. Il dénonce également une campagne négative de médiatisation bien coordonnée et financée visant sa personnalité, ainsi que la complaisance présumée de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est à l'égard du groupe armé M23. Cette situation est encore aggravée par les pressions exercées par la RDC que le commandant de la force soit remplacé tous les 3 mois, ce qui n'était pas prévu dans le mandat actuel, ajoute le général Jeff Nyaga. Il parle également de la suspension du compte Facebook de la force régionale d'Afrique de l'Est et le fait que Kinshasa n'ait pas pris en charge les coûts administratifs du quartier général de la force, y compris le coût de l'électricité, les salaires du personnel civil et les logements des officiers d'état-major. Selon lui, cela constituait un sabotage des efforts de la force régionale. Le général a pointé du doigt des frustrations qui rendaient sa mission intenable. Le général Jeff Nyaga est remplacé par le général-major kenyan Alfaxar Muturi au poste de commandant de la force régionale de l'Afrique de l'Est. On va vite changer de chapitre pour parler de la signature ce vendredi en présence de la ministre des Mines, Antoinette Samba, et du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Modeste Mutinga, entre le président de l'organisme spécialisé de la gestion de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires de Kibali Gold Mine, Raoul Sadi, et le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, d'un protocole d'accord sur l'exécution par le service national de certains projets financés par la dotation de Kibali Gold Mine pour le développement socio-économique des communautés impactées par ce méga projet minier. Suivons. Signature ce vendredi 28 avril 2023 en présence des ministres de Mines Antoinette Nsamba Kalambay et celui des Affaires sociales et Action humanitaire Modeste Mutinga du protocole d'accord entre le président de la dotation de 0,3% de Kibali, Raoul Sidi, et le commandant de service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, sur l'exécution par le service national de certains projets financés par la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires de Kibali pour le développement des communautés impactées par l'exploitation minière. Ce protocole d'accord vise la construction des hôpitaux, des routes, des écoles et le financement de projets agricoles, comme le souligne ici la ministre de Mines Antoinette Nsamba Kalambay. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, nous avions eu à présenter le dossier en Conseil des ministres pour que nous puissions avoir l'aval du gouvernement pour que le service national, que les bâtisseurs puissent nous accompagner dans cette lourde charge
de pouvoir porter des projets de développement communautaire à des populations directement impactées par l'exploitation minière. La dot Kibali, qui à ce jour nous a déjà doté de 13 millions. Nous avions 6 projets pour deux territoires. La construction de 2 hôpitaux d'une capacité de 250 lits et la construction de 2 centrales photovoltaïques qui pourra alimenter 400 foyers et la construction d'une route et puis un projet agricole. Nous avons pensé mettre à disposition du service national tout ce qu'il y a comme projet d'infrastructure. Et le gouverneur de la province de Haut-Ouélé a déjà été informé. Le protocole ira vers la province de Haut-Ouélé pour une validation. Les ministres des Affaires sociales et Actions humanitaires souhaitent que les travaux s'inscrivent dans le temps pour que la population sente le changement dans un bref délai. Notez que la signature de ce protocole d'accord est un motif de satisfaction pour le service national. Le général-major Kassongo Kabwik compte donner les meilleurs pour fournir les résultats attendus. On va rester dans le secteur de l'économie, mais cette fois-ci, dans le sous-secteur de finances, l'État congolais a mobilisé pour l'année 2023, au mois de mars, plus de 4 285 milliards de francs congolais, alors que les dépenses sont à hauteur de 4 306 francs congolais, avec un solde débiteur de 21 milliards de francs congolais. Pendant ce temps, il est aussi signalé que le niveau de réserve de devises étrangères est de 4,236 milliards de dollars américains. Ces chiffres sont de la Banque centrale du Congo dans son condensé d'informations statistiques qu'elle vient de rendre public. Suivez. Le compte du Trésor présente à la date du 24 mars 2023 des recettes estimées à 4 285 milliards 58,87 millions de francs congolais, soit 2,12 milliards de dollars américains au taux budgétaire moyen annuel de 2021 francs congolais le dollar américain. Le tout contre des dépenses de l'ordre de 4 306 milliards 69,39 millions de francs congolais, dégageant ainsi un solde débiteur de 21 milliards 10,52 millions de francs congolais selon le condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo de la période du 12 au 24 mars 2023. Sur des prévisions annuelles budgétaires arrêtées à 30 229 milliards 631,99 millions de francs congolais, le budget 2023 est exécuté à hauteur de 14,14% sur le segment recettes et de 14,21% sur le volet dépenses. Un budget qui fait l'objet de folles rumeurs sur sa véracité, alors que l'exécutif rassure que le 16 milliards contenus dans les prévisions budgétaires sont réalistes au regard de l'évolution des agrégats macroéconomiques qui entrent en ligne de compte. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo sont évaluées à 4,236 milliards de dollars américains en date du 23 mars 2023, selon les chiffres fournis par la Banque centrale du Congo. Ce niveau de réserve d'échange représente 9 semaines et 6 jours d'importation des biens et services sur le fonds propre du gouvernement de la République, signalant que depuis le début de l'année, les réserves d'échange de la République démocratique du Congo sont toujours au-dessus de la barre de 4 milliards de dollars américains. On va parler politique dans ce journal, mais avec cette information en bref, c'est une démonstration des forces que l'Union sacrée de la nation doit faire montre demain au Stade des Martyrs après la signature de sa charte. Cette grande coalition politique va procéder à son lancement officiel. Les partis et autres alliances politiques membres mobilisent déjà leurs combattants et sympathisants au Stade des Martyrs. Tout est en branle, le décor est déjà plantés, drapelés, calicots, banderoles et autres insignes des partis y sont plus que présents. Géopolis vous fera vivre l'ambiance qui va régner à cette activité dans notre grande édition de ce samedi. Et puis, la Mouka multiplie des initiatives contre ce qu'il qualifiait dans son dernier communiqué de laxisme de la part du gouvernement central et l'immobilisme complice de la communauté internationale suite à l'agression rwandaise de la RDC suite à l'agression de la RDC de la part du Rwanda. Les femmes de cette plateforme de l'opposition ont appelé les Congolaises vivant à Kinshasa à se joindre à elles pour un sit-in et le dépôt d'un mémorandum à l'ambassade de l'Union européenne en RDC ce vendredi 5 mai. La déclaration est lue par Joséphine Takizala.
Femmes de la coalition de résistance Lamouka sommes désabusées par la continuation des pertes en vie humaine dans le chef de nos compatriotes vivant dans l'Ituri et à l'extrême est du fait de l'agression avérée de notre nation par le Rwanda et l'Ouganda par un des groupes armés M23, ADF, NALU et autres. Toutes ces milices entretenant l'insécurité et le chaos propice au pillage organisé de nos ressources naturelles. Désabusés, nous le sommes davantage, car ce climat infernal entretenu à dessein depuis plus de 2 décennies place la femme au centre d'atrocités sans précédent. La résidente de l'Ituri, la femme vivant à l'extrême, est en effet tragiquement devenue la cible de choix pour faire passer le message de terreur à nos autres compatriotes. Chères Congolaises, chères femmes, ne faiblissons pas, ne désespérons pas. Au contraire, soutenons celles qui à côté de nous tombent et sont à la traîne. Prenons-nous la main, faisons front commun. Et avec la bonne inspiration de la vaillante et visionnaire Kim Pavita, notre AL, demeurons debout et apportons notre énergie, notre force et toutes nos ressources à la défense de nos terres et de notre intégrité nationale. Cette déclaration est donc un appel lancé à l'ensemble des femmes de toutes les sphères et dimensions possibles. Condamnons premièrement le silence complice, voire coupable, de la communauté internationale, l'Occident en particulier. Condamnons les propos expansionnistes à l'unisson de Paul Kagame ainsi que la tuerie infernale du bourbier de l'Est. Troisièmement, condamnons le laxisme évident de l'exécutif congolais face au drame de l'Est. De par l'histoire, les exemples de femmes ayant eu à faire avancer les choses et résoudre des crises dans leur nation sont légion. Alors, femmes, plus question de rester en marge de la conception des actions prises pour l'intérêt suprême de la nation. Considérons donc que cette situation n'a fait que trop durer et qu'elle doit impérativement à présent cesser. De ce qui précède, nous, femmes de la coalition Lamouka, réitérons fermement les idées salvatrices de l'initiateur de Nouvel Élan, le Premier ministre honoraire, notre leader Adolphe Mozito, pour la restauration d'une paix durable dans la... On va changer de registre pour parler sport. Les nouveaux dirigeants du comité de normalisation à la FECOFA sont désormais connus depuis ce jeudi 27 avril. Annonce faite par la Fédération internationale de football association, FIFA en sigle. Cette équipe dirigeante aura un mandat de 7 mois. Leur mission principale sera de mettre de l'ordre au sein de la FECOFA et organiser les élections dans le plus bref délai. Blessed Kuzola. La Fédération internationale de football association a publié jeudi 27 avril la liste de membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association FECOFA pour un mandat de 7 mois, soit jusqu'au 23 novembre. Ce comité sera composé de personnes suivantes: Dieudonné Nzambi Sele Mutuel, président; Guy Kabeya Mwana Kanana, vice-président; Sabé Machini, membre; et Honoré Luango, membres. Cependant, ces membres feront l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA conformément au règlement de la gouvernance de la FIFA. La confirmation à leur poste sera sous réserve des résultats du dit contrôle d'éligibilité, écrit Kenny Jean-Marie, directeur de la division association membres. Selon lui, aucun membre de ces comités ne sera éligible pour le poste à pouvoir lors des prochaines élections de la FECOFA. Ces comités de normalisation est chargé de gérer les affaires courantes de la FECOFA, veiller à ce que le membre des comités électoraux soit élu par le congrès de la FECOFA en accord avec le nouveau statut et le nouveau code électoral de la fédération approuvé le 15 septembre 2022. Veiller à ce que l'élection de membres et des affiliés, à savoir les ligues, les districts de la FECOFA ait lieu en temps utile. Veiller à ce que l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FECOFA soit organisée en accord avec le nouveau cadre statutaire de la fédération. On va rester en sport. Le championnat national de football de la République démocratique du Congo ne reprendra finalement plus. Annonce faite par l'association des dirigeants du football congolais au sortir de la réunion qu'elle a eue avec le nouveau comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association ainsi que de la Ligue nationale de football. Suivez le compte rendu de cette réunion dans cet extrait choisi par Blessed Kuzola.
Le comité actuel nous a appelés pour échanger autour de la continuité ou non du championnat de la Linafoot. Et ils ont demandé notre avis pour savoir qu'est-ce que les clubs pensaient. Mais les clubs ont émis les vœux, tous, de voir ce championnat s'arrêter. Parce que nous sommes allés de contrainte en contrainte. Et quelles sont les conditions qui nous poussent à arrêter? D'abord, premièrement, les joueurs ont fait pratiquement 4 mois sans entraînement. Il y a déjà une difficulté de faire reposer les joueurs. De deux, la difficulté liée également à cette contrainte de moyens. Nous avions émis les souhaits parce qu'il y a un peu de sous, tel que nous avions échangé avec les délégués de la FIFA et CAF, c'est de prendre ce moyen et mettre à la disposition de l'organisateur pour la saison prochaine. Au regard du format du championnat, qui ne sera plus le même, le championnat devrait changer parce que le Congo était grand et étant grand, et le championnat devrait changer pour permettre l'engouement du football dans toutes les provinces et voir aussi ce championnat commencer et prendre fait au lieu de s'arrêter de temps en temps. Donc à cette date aujourd'hui, les clubs vont libérer les joueurs. Nous avions fixé la date du 5, mais au regard de tous les paramètres et tout ce qui est en train de se passer, nous sommes tous entendus, tous les clubs, à voir ce championnat s'arrêter au jour d'aujourd'hui. L'année n'est pas blanche, donc il appartiendrait à l'entité fêtière d'appliquer le règlement quant à ceux qui doivent aller en Afrique et ceux qui restent au Congo. Donc le format, ce n'est pas le moment, le format c'est une réflexion de tout le monde, vous aussi, nous et tout le monde. Vous suivez la grande édition de l'information sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, maintenant on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Je l'ai dit en titre, le Zimbabwe accueille depuis le 26 avril le sommet Transform Africa 2023 qui vise à accélérer et soutenir la transformation numérique en cours en Afrique. Organisé sur le thème Connecter, innover, transformer, le sommet intervient au moment où l'Afrique se positionne comme un acteur géopolitique de premier plan dans cette transformation. Suivez. Dans les rues de la capitale soudanaise, très peu de voitures circulent et de nombreux habitants se pressent dans des bus pour fuir les zones de combat. Car au 13e jour du conflit entre l'armée et des paramilitaires, la violence semble avoir franchi un nouveau cap, comme en témoignent les intenses bombardements à Khartoum ou encore les destructions et pillages dans la région du Darfour. Des affrontements qui continuent malgré le cessez-le-feu de 3 jours qui n'a quasiment pas été respecté. Pourtant, l'armée et les paramilitaires ont annoncé avoir approuvé l'extension de la trêve pour 72 heures, une trêve qui a été initiée par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Nous travaillons en étroite collaboration pour faire face à la crise au Soudan. Nous espérons travailler à un cessez-le-feu plus durable, à une cessation des hostilités et aider à remettre le Soudan sur la piste d'un gouvernement dirigé par des civils, tout en gérant une situation humanitaire de plus en plus difficile. Les Soudanais qui n'ont pas pu quitter le pays doivent composer avec les pénuries de nourriture, d'eau et d'électricité ainsi que les coupures d'internet et des lignes téléphoniques. Devant cette station-service, ses habitants, munis de bidons vides, attendent d'être servis. Nous avons besoin de carburant. Nous sommes ici depuis 3 jours, depuis mardi. Nous ne savons pas si la station-service ouvrira ou non. Comme vous pouvez le voir, ils ouvrent la station et approvisionnent 2 ou 3 voitures, puis la ferment. Ils l'ouvrent l'après-midi, puis la nuit et aussi à 2 heures du matin. Nous devons veiller, nous ne dormons qu'environ 1 heure. Même s'il n'a pas empêché les combats, le cessez-le-feu entamé mardi a permis d'ouvrir un couloir humanitaire pour évacuer des milliers d'étrangers et de Soudanais. Comme l'Ouganda, le Maroc, le Canada ou encore la Chine, plusieurs pays ont organisé des évacuations par voie aérienne ou maritime, comme ici dans la ville de Port-Soudan à l'est du pays.
Ce navire saoudien s'apprête à partir en direction de la ville portuaire de Djeddah, dans l'ouest du royaume. Nous vivons ici depuis 10 ans. Nous n'avons jamais rien vu de comparable à ces événements tragiques. Les gens ont beaucoup souffert depuis qu'ils sont arrivés ici il y a 4 jours. Nous en appelons à nos frères pour qu'ils nous sauvent de ce désastre. Les combats ont provoqué un exode massif dans ce pays de 45 millions d'habitants. Des dizaines de milliers de personnes sont arrivées dans les pays frontaliers comme le Tchad, l'Éthiopie ou encore l'Égypte. Voilà, nous sommes allés vite en besogne. Il s'agissait bien de l'information concernant l'insécurité au Soudan. Alors revenons au Zimbabwe qui accueille depuis le 26 avril le sommet Transform Africa 2023 qui vise à accélérer et soutenir la transformation numérique en cours en Afrique, organisé sous le thème Connecter, innover, transformer. Le sommet intervient au moment où l'Afrique se positionne comme un acteur géopolitique de premier plan en ce qui concerne le numérique. Suivez. Le numérique demeure incontournable au milieu des crises multiformes que subit le monde. C'est dans cette perspective que se tient du 26 au 28 avril 2023 à Victoria Falls, au Zimbabwe, le 6e sommet Transform Africa avec la participation de plus de 3000 dirigeants mondiaux, d'entreprises, d'organisations internationales, de représentants gouvernementaux, membres de la société civile et experts de l'industrie des télécommunications. L'objectif est d'accélérer et soutenir la transformation numérique en cours en Afrique en vue d'ouvrir la voie vers des économies intelligentes, compétitives, ouvertes et innovantes. Environ 40% de la population africaine a accès à l'Internet contre une moyenne mondiale de 66%. Une fracture numérique qui empêche le continent de tirer pleinement profit des capacités de technologie numérique pour garantir son développement socio-économique. De plus, l'Afrique n'exporte qu'un taux de 0,4% de haut débit, de haute technologie et de 2% des services liés, tandis que la pénétration du haut débit est de 25%. Soulignant le besoin accru en infrastructures numériques en Afrique, l'Union internationale des télécommunications révèle dans une étude qu'un gain de 10% de la pénétration du haut débit mobile entraînera une hausse de 2,5% du PIB par habitant sur le continent. Organisé sous le thème Connecter, innover, transformer, le sommet Transform Africa intervient dans le cadre de l'initiative Smart Africa lancée en 2013, visant la construction d'un écosystème numérique résilient et inclusif en Afrique axé sur l'innovation, la recherche et l'éthique grâce à des investissements durables. Le sommet explore des pistes nécessaires à la concrétisation de la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique 2020-2030 de l'Union africaine. Selon les projections, l'économie numérique de l'Afrique atteindra 180 milliards de dollars d'ici 2025 et 712 milliards de dollars d'ici 2050. Voilà, c'est avec cette information liée au numérique en Afrique que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des différents titres. Agression de la RDC par le M23 et le Rwanda, mais aussi d'autres groupes armés. Le commandant de la force de l'EAC, Jeff Nyaga, vient de jeter l'éponge. L'officier supérieur kenyan a avancé plusieurs raisons, accusant même l'administration congolaise. Les détails, vous les avez eu dans le journal. Et puis à l'international, la transformation numérique en Afrique, un sommet sur la question a été ouvert au Zimbabwe. Les assises visaient à accélérer cette mutation numérique dans le continent. C'est la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.